Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, on va partir d'une photo. Les fameux terrils du nord de la France, vestiges de cette époque où toute une région, surtout à partir de la révolution industrielle, vivait du charbon. À partir des années 1960, les fosses sont peu à peu fermées. Aujourd'hui, dans ces territoires, le charbon appartient au passé. Il symbolise une ressource énergétique du passé. On lui consacre même des musées. Et pourtant, vous allez découvrir dans cette émission que même à l'heure du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables, le charbon continue d'occuper une place essentielle dans le mix énergétique mondial, en deuxième position de nos ressources, juste derrière le pétrole. Le charbon dont vous allez comprendre qu'il a encore de beaux jours devant lui, alors même qu'il s'agit de l'énergie la plus polluante en termes d'émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'il est peu coûteux et surtout parce que ses réserves semblent inépuisables. Le charbon est constitué de végétaux fossilisés. On parle donc d'une énergie fossile. Ces débris, composés de soufre, de carbone et d'éléments minéraux, se sont accumulés dans des sédiments et se sont progressivement enfouis dans le sol. Le processus de carbonisation, c'est-à-dire la transformation d'un élément végétal en charbon, prend quelques 300 millions d'années. Celui que nous utilisons aujourd'hui date donc de la période du Carbonifère, bien avant l'apparition des dinosaures. Alors on distingue différents types de charbon. La tourbe, qui vient de formations géologiques récentes, est composée de 50% de carbone. Son pouvoir calorifique est faible. Il faut 4,5 tonnes de tourbe pour avoir le même pouvoir calorifique qu'une tonne de pétrole. La lignite, qui contient entre 65 et 75% de carbone, il faut autour d'1,9 tonnes de lignite pour avoir l'équivalent énergétique d'une tonne de pétrole. La houille, que l'on nomme communément charbon, et qui a une concentration en carbone qui va jusqu'à 90%, c'est le meilleur combustible en pouvoir calorifique et c'est de ce fait le plus utilisé. Il faut 1,4 tonnes de houille pour avoir l'équivalent énergétique d'une tonne de pétrole. Et enfin l'anthracite, dont la concentration est encore plus élevée. On l'aura compris, plus la concentration en carbone est élevée, plus le rendement énergétique augmente. Alors à présent, on va s'intéresser à l'histoire du charbon. Les premières exploitations industrielles du charbon datent du 19e siècle. En 1800, la consommation énergétique mondiale est de 300 millions de TEP, tonnes équivalent pétrole. 97% de cette énergie est issue de l'exploitation du bois. Le charbon, en noir sur notre graphique, représente les 3% restants. Mais la révolution industrielle va changer la donne. Les machines à vapeur qui fonctionnent au charbon vont entraîner un besoin massif de cette énergie. Vers la fin du 19e siècle, le charbon dépasse le bois comme source d'énergie primaire. Et au début du 20e siècle, il représente plus de 50% de la consommation énergétique mondiale. Pourtant, dès la fin de la Première Guerre mondiale, on constate un basculement progressif vers le pétrole et le gaz, donc la baisse du charbon dans le mix énergétique mondial. En 1946, le charbon ne forme plus que 40% du mix énergétique mondial. Et en 2000, seulement 24%, loin derrière le pétrole. Mais depuis cette date, le pourcentage du charbon dans le mix mondial se met à remonter. Aujourd'hui, en 2017, le charbon se place au deuxième rang des énergies primaires utilisées sur la planète, juste derrière le pétrole, mais devant le gaz. Alors pourquoi est-il toujours autant utilisé au XXIe siècle? Une partie de la réponse est dans la répartition géographique des réserves de charbon. Vous voyez sur cette carte les bassins de charbon dans le monde répartis dans 73 pays. Il ne s'agit plus de mines profondes comme autrefois en Europe, mais d'exploitations à ciel ouvert ou à faible profondeur. Aujourd'hui, cette production de charbon se concentre principalement sur le continent asiatique. La Chine extrait 3 747 millions de tonnes de charbon par an, qui relativement à la qualité du charbon chinois correspondent à 1827 millions de tonnes équivalent pétrole, soit plus de 47% de la production mondiale. Et puis viennent ensuite les États-Unis, l'Inde et l'Australie,
À eux quatre, ces pays produisent trois quarts des charbons extraits dans le monde. Ensuite, ce sont l'Indonésie et la Russie. Quant à l'Union européenne, elle représente 4% de la production mondiale et les premiers producteurs y sont la Pologne, devant l'Allemagne et la République tchèque. Alors à présent, on va s'intéresser à la consommation du charbon. Premier producteur mondial, la Chine est également le premier consommateur avec 50% des charbons consommés, devant l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. On le voit, malgré son statut de premier producteur mondial, la Chine n'arrive pas à satisfaire sa demande intérieure, elle doit donc importer. Avec 291 millions de tonnes importées, c'est le premier importateur mondial, devant l'Inde, mais aussi le Japon et la Corée du Sud, deux pays qui, eux, ne produisent rien. Ces quatre pays sont les principaux clients de l'Indonésie, premier exportateur mondial de charbon, suivi par l'Australie et la Russie. Néanmoins, seuls 16% de la production mondiale de charbon est exportée en raison des coûts relativement élevés du transport. À présent, intéressons-nous aux réserves de charbon dans le monde et regardez comme il faut changer d'échelle pour vous montrer à quel point ces réserves de charbon sont largement supérieures à ce qui est actuellement consommé. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Australie se partagent les 2 tiers de ces réserves de charbon. En Europe, les réserves se concentrent principalement en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni. On le voit par rapport à la production, les réserves sont très importantes au 1er janvier 2017. Elles permettraient plus de 150 ans de consommation au niveau actuel. En résumé, le charbon présente de nombreux avantages. Une répartition géographique homogène des bassins, de grandes réserves, une bonne accessibilité, des pays producteurs qui sont aussi consommateurs, donc un risque géopolitique faible, qui en font une énergie bon marché. Sauf qu'on le sait, le charbon est un gros pollueur. Souvenez-vous du mix énergétique mondial. Le charbon en représente environ 1 tiers et pourtant, il est à l'origine de près de la moitié des émissions de CO2 produites par le secteur énergétique. Il émet en effet plus de gaz à effet de serre que le pétrole ou le gaz pour une même quantité d'énergie fournie. Et puis lors de sa combustion, le charbon émet également des particules toxiques dans l'air, ce qui augmente les maladies et décès prématurés. En Chine, par exemple, où 70% de l'électricité provient de centrales à charbon, la seule ville de Pékin a connu 179 journées de pollution intense en 2015 et durant la même année, la pollution due aux particules fines a causé le décès d'1,46 million de personnes dans le pays, soit 4000 par jour. Face à ce fléau, la population manifeste régulièrement son mécontentement, ce qui a incité le gouvernement à modifier la politique énergétique du pays, fermeture de mines, de centrales qui tournent à 50% de leur capacité, et le gouvernement qui cherche à développer l'éolien et le solaire. Ces décisions politiques et le ralentissement économique du pays ont fait baisser pour la première fois en 2015 la consommation de charbon en Chine. Alors à présent, allons voir en Europe. Notre continent peut-il réduire sa consommation de charbon pour respecter les objectifs de la COP 21 ? Au sein de l'Union européenne, le charbon représente 1 quart de la production d'électricité. L'Allemagne et la Pologne sont les plus polluants en volume, avec respectivement 255 millions et 129 millions de tonnes d'émissions de CO2 en 2014. On va commencer par s'intéresser à la Pologne. Le pays produit 90% de son électricité à partir du charbon et il tient beaucoup à ses centrales pour des raisons économiques et sociales. En effet, l'ensemble de la filière charbon emploie 2% de la population active, soit près de 300 000 personnes, dont environ 100 000 mineurs. Pour les Polonais, recourir au charbon est également incontournable d'un point de vue géopolitique. Car le pays, qui dépend de la Russie pour l'importation de 100% de ses besoins en pétrole et 73% de son gaz, veut renforcer son indépendance énergétique, surtout sur fond de crise en Ukraine. Prenons l'exemple de la centrale de Belchatov, qui a été mise en service au début des années 80. Installée au sud de Varsovie, sur d'importantes réserves de lignite, elle est située à côté d'une mine à ciel ouvert qui exploite le charbon jusqu'à 300 mètres de profondeur. C'est aujourd'hui la première centrale au charbon d'Europe et la seconde au niveau mondial. Elle assure 22% de la production nationale d'énergie.
Pour respecter les normes environnementales européennes en vigueur, ces installations ont été modernisées, ce qui a aussi permis d'améliorer son efficacité énergétique en brûlant jusqu'à 40% de charbon en moins. À présent, on va s'intéresser à l'Allemagne. Les centrales au charbon produisent 45% de l'électricité du pays. Comme Angela Merkel a fait le choix de sortir du nucléaire d'ici à 2022, l'Allemagne a du mal à se passer du charbon. Les énergies renouvelables se sont certes rapidement développées, mais pas suffisamment vite pour compenser le manque du nucléaire. Berlin devra pourtant fermer ses centrales les plus polluantes pour respecter ses engagements en matière de réduction de CO2. Vous l'aurez compris, la fin du charbon n'est pas pour demain, puisqu'on l'a vu, la disponibilité et la répartition des stocks rendent encore cette énergie extrêmement compétitive, tout particulièrement pour les pays émergents, mais aussi pour un certain Donald Trump. Souvenez-vous, l'homme d'affaires américain s'est fait élire en 2016 avec un programme radical en ce qui concerne la production énergétique et les considérations environnementales. Il avait affirmé en effet ne pas soutenir le développement des énergies renouvelables, mais vouloir faire du charbon l'un des vecteurs principaux de production d'électricité, quitte à réduire à néant les efforts de l'ex-président Obama. Pour aller plus loin sur cette problématique, cet ouvrage, Du verre au noir, le charbon, de Patrick de Wever et François Baudin, aux éditions EDP Sciences. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.